Notre invité est aussi un ancien syndicaliste, Mamadou Ndoye. Bonjour. Bonjour et bonjour aussi à vos auditeurs et à votre équipe technique. En 1979, il y a 40 ans, vous aviez été élu secrétaire général du Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. Ensuite, le congrès du Sud-Est de 1984, vous êtes battu à ce congrès par un certain Madior Diouf. Il y a eu finalement scission au Sud-Est en 84, la même année de ce congrès-là. Vous et certains de vos camarades quittiez le Sud-Est pour créer l'UDEN, l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, que vous avez également dirigé en tant que secrétaire général. Un parcours de syndicaliste, est-ce que vous avez l'impression que c'est le même syndicalisme qu'aujourd'hui? Mais ça ne peut pas être le même syndicalisme parce que avec le temps qui change, avec les mutations dans le monde du travail, avec les mutations technologiques, etc., les syndicats sont obligés de s'adapter. Et je crois qu'aujourd'hui, les syndicats ne suivent plus exactement les mêmes démarches syndicales qu'à notre époque. Quel est votre regard aujourd'hui sur les leaders des différents syndicats, notamment ceux de l'enseignement, que vous connaissez sans doute le mieux? Vous êtes de la génération des feux Ibanja Diadi, Mamadou Diop Castro ou encore Mamadou Diouf. Est-ce qu'aujourd'hui la relève est bien assurée à la tête des syndicats? Vous savez, chaque leader est leader de son temps. Nous étions leaders syndicalistes à un moment où la question syndicale était une question pas simplement des enseignants, mais une question du pays. Et nous étions dans la lutte pour la démocratie, nous étions dans la lutte pour la liberté de presse, nous étions dans la lutte pour l'égalité sociale. Donc, nous avions dépassé le cadre catégoriel pour nous poser un syndicat démocratique. Et c'est cela qui faisait aussi notre relation aux populations. Et je crois qu'aujourd'hui, les conquêtes qui ont été faites dans ce domaine font que le syndicat, aujourd'hui, n'ont plus tellement ce rôle qu'on jouait à l'époque. Vous avez été sans doute beaucoup aidé à votre génération de leaders syndicaux des années 70-80, beaucoup aidé par l'imbrication qu'il y avait entre syndicats et partis politiques, de l'opposition surtout. Vous-même, responsable syndical, responsable d'un parti politique, Ligue démocratique, LDMPT à l'époque. Mais cette imbrication, justement, était due à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on n'était pas strictement sur le champ des revendications catégorielles. On avait un souci de transformation sociale. Et puisque ces partis politiques avaient un souci de transformation sociale, nous avions nécessairement une rencontre et presque une solidarité de combat. C'est ça, évidemment, la différence avec l'époque que nous vivons actuellement. Est-ce que c'est normal qu'un syndicat prenne les couleurs d'un parti politique? Non. Un syndicat ne s'identifie pas à un parti politique. Mais quand un syndicat lutte pour des idéaux de justice sociale et qu'un parti lutte pour des idéaux de justice sociale, il est possible qu'il y ait des terrains de rencontre. Mais ça ne veut pas dire que le syndicat est un parti. Le discours de Macky Sall devant les centrales syndicales qui lui remettaient cette semaine leur cahier de doléances à l'occasion de la fête du travail, le 1er mai donc. Le président de la République écarte toute idée d'augmentation des salaires dans la fonction publique. Discours de vérité pour certains, déclaration de guerre plutôt selon des syndicats. Le fond et la forme des propos du chef de l'État. Je crois d'ailleurs d'abord que pour le chef de l'État, faire une réponse aussi sèche sur les revendications syndicales manque vraiment de pédagogie. Parce que quelle que soit la situation dans laquelle se trouve un pays, quelles que soient les contraintes qu'on rencontre, un chef d'État qui le 1er mai, la fête du travail, rencontre les travailleurs et les travailleurs présentent leur cahier de doléances, doit avoir un discours qui réconforte
les travailleurs du point de vue de l'espoir tout au moins. Et le président Macky Sall a fait exactement le contraire sur le plan de la forme. Maintenant, sur le plan du fond, c'est qu'il ne nous dit pas quelle est la situation du Sénégal, justement, qui fait que ce soit impossible aujourd'hui de traiter les revendications des syndicats. Il évoque les limites financières de l'État, la masse salariale de la fonction publique est de 860 milliards de francs CFA par an, et celle des autres agences publiques et structures assimilées, 140 milliards de francs CFA, cela fait 1000 milliards par an. 1000 milliards par an sur un budget de 4000 milliards, c'est un quart. Donc, du point de vue du personnel, quelle que soit l'entreprise, même si c'est un État, c'est tout à fait soutenable. Le président Sall qui dit aussi qu'il n'est pas question d'aligner tout le monde sur un même niveau au sujet des indemnités, un vieux débat sur cette discrimination. Le président Sall remet en cause sans doute l'équité salariale que beaucoup souhaitent, avec surtout des régimes indemnitaires extrêmement différents entre fonctionnaires. Là, il faut dire que c'est l'État qui suscite même les revendications des travailleurs de la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, les règles sont claires. On a des points indiciaires. Vous avez tel diplôme, vous avez été recruté à tel niveau, vous êtes à tel point indiciaire. Et ça correspond à tel salaire. Et jusqu'ici, c'était ça l'équilibre de la fonction publique. Et c'est le gouvernement lui-même qui a décidé d'extirper de cette règle un certain nombre de catégories et de leur donner des salaires qui n'avaient absolument rien à voir avec les règles de la fonction publique. Les contrats spéciaux, entre autres. On parle de salaire de 15 millions actuellement. Comment pouvez-vous comprendre cela? Que quelqu'un puisse toucher 13 ou 10 millions même, ou même 5 millions dans la fonction publique. Ce dérèglement a été produit par l'État, et lorsque les autres travailleurs se rendent compte qu'ils ont devant eux quelqu'un qui a la même formation, avec qui ils ont été à l'université ensemble, ils devraient avoir le même indice, et ils se retrouvent à des indices très différents. Évidemment, la revendication est là. Les enseignants, votre famille naturelle, les enseignants parmi les moins gâtés en tout cas. Oui, ils sont les moins gâtés parce que justement, ils constituent la masse des fonctionnaires. Mais le gouvernement n'aurait pas dû analyser en termes de masse, mais analyser en termes d'équité salariale. Et le gouvernement ne l'a pas fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les enseignants se sentent frustrés et il y a un sentiment de révolte chez les enseignants. Pour évaluer Macky Sall sur les politiques sociales qu'il a menées depuis sa première élection, lui et ses collaborateurs disent avoir beaucoup fait pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. On entend d'autres sons de cloche provenant justement des syndicats. Pour vous, qui a raison, qui a tort? Est-ce que la condition du Sénégalais s'est améliorée depuis que Macky Sall est chef de l'État? Vous savez, nous avons un problème d'évaluation au Sénégal de la situation nationale. Le pouvoir évalue en disant j'ai un taux de croissance, j'ai fait des infrastructures, j'ai fait des actes pour la protection sociale, j'ai fait des actes pour la solidarité avec les pauvres, etc., etc. Voilà comment le pouvoir évalue. L'évaluation, ce n'est pas en termes d'action. L'évaluation, c'est en termes de résultats. Alors, est-ce que, par exemple, le Sénégal est devenu moins pauvre? Si vous prenez l'ensemble des classements internationaux, nous sommes toujours classés dans les pays pauvres, alors qu'il y a des pays africains qui sont dans les pays intermédiaires et d'autres même qui sont à d'autres niveaux. Deuxièmement, vous prenez l'indice de développement humain du Sénégal. Nous sommes classés dans les pays à faible indice de développement humain. Alors qu'il y a 8 pays africains
qui sont classés dans les pays à indice de développement élevé et 13 autres qui sont dans les pays à indice de développement moyen. Cela nous montre qu'au Sénégal, malgré les actions dont on parle, on n'a pas réduit le taux de pauvreté au Sénégal. Et même le nombre de pauvres s'accroît dans le pays. On n'a pas aujourd'hui progressé sur le plan de l'emploi. Et notamment de l'emploi des jeunes qui devient de plus en plus grave parce que 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Et le chômage des jeunes devient de plus en plus grave dans ce pays. On n'a pas fait d'amélioration sur le pouvoir d'achat justement dont on parle. On n'en a pas fait. Et par conséquent, il a fait beaucoup de choses et tout gouvernement fait beaucoup de choses. On lui confie les milliards des Sénégalais. Il faut qu'il fasse quelque chose avec. Mais quand nous regardons ce que nous attendons d'un gouvernement, une meilleure santé, une meilleure éducation, un taux de pauvreté réduit, des emplois, etc., nous n'avons pas ce qu'il faut. Vous n'êtes pas convaincu par son plan Sénégal émergent, dont d'ailleurs la deuxième phase sera bientôt entamée? L'émergence, c'est une transformation structurelle de l'économie. Regardez la structure de notre économie depuis une dizaine d'années, il n'y a aucun changement dans la structure de notre économie. Il ne peut pas y avoir d'émergence. Et des pays qui font un taux de croissance plus élevé et qui ont une économie plus avancée que nous, parce que les trois économies les plus avancées de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de notre région, c'est le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous sommes 4e. Ces trois pays, allez regarder le taux de croissance, c'est supérieur au Sénégal. Alors qu'ils sont déjà en avance du point de vue économique. Et ils ne sont pas encore en émergence. Nous, quand est-ce que nous allons être en émergence? Quand est-ce que le Sénégal pourrait faire son retard? Avec quoi et comment? Il faut d'abord être un pays sérieux. Un pays sérieux, c'est d'abord une gouvernance rigoureuse. Les ressources du pays, on ne s'amuse pas avec. Or, au Sénégal, on s'amuse avec les ressources du pays. Rien que l'entretien de la classe politique montre comment on s'amuse avec les ressources du pays. Parce que cet entretien de la classe politique, si vous regardez les salaires des députés et de tout ce qu'on veut caser avec collectivités territoriales, avec les PCA, enfin, beaucoup de gens qu'on veut caser, regardez tout cela. Si on les investissait dans des domaines qui permettent aujourd'hui de transformer la société sénégalaise, on irait beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas le cas. Et cette gouvernance rigoureuse est la première condition. Et pourtant, Macky Sall a annoncé de grandes décisions pour serrer la ceinture à tout le monde, de rationaliser les dépenses de l'État. Oui, je crois que Macky Sall ne dit pas pour quelle raison justement il doit aujourd'hui réduire les dépenses et pour quelle raison il dit aux syndicats qu'il ne peut pas du tout aujourd'hui améliorer les salaires. Et cette raison aujourd'hui va peser sur tout son quinquennat, c'est que le Sénégal aujourd'hui est surendetté, c'est le premier problème. Et cet endettement aujourd'hui, il l'a, pour pouvoir justement parler des infrastructures et de croissance et tout cela, il est allé très loin dans l'endettement du Sénégal. Et cet endettement est arrivé à tel point que le service de la dette devient presque intenable. Et le manque de liquidité qui s'est posé à ce niveau et qui a pesé aussi sur l'économie sénégalaise, notamment avec les entreprises nationales qu'on n'a pas pu régler à temps,
cette question va marquer tout le mandat de Macky Sall. Et nous allons entrer dans une ère d'austérité qui ne dit pas son nom. Donc, la deuxième condition, c'est quand même le fonctionnement démocratique du pays. Et le fonctionnement démocratique du pays demande une participation citoyenne beaucoup plus active que celle que nous avons. Or, la participation citoyenne est freinée aujourd'hui par le pouvoir de ces institutions et notamment l'institution présidentielle, qui ne laisse pas la participation citoyenne se développer. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'analyse qui est faite en matière de démocratie sur le Sénégal, le point justement le plus faible, qui n'a pas de moyenne du tout, c'est la participation politique. Et cette participation politique est à régler, sinon les intérêts des différents groupes qui composent les pays ne sont pas pris en compte. C'est seulement quelques petits lobbies proches du pouvoir et qui sont capables de faire prendre en compte leurs intérêts. Mamadou Ndoye, vous avez été entre 1993 et 1995 ministre de l'alphabétisation et des langues nationales, puis entre 1995 et 1998 ministre de l'éducation de base et des langues nationales. Vous êtes considéré comme le chantre des politiques d'alphabétisation que le Sénégal a mises en place depuis. Le bilan aujourd'hui, c'est quoi? Le taux d'alphabétisation, la place des langues nationales à l'école, est-ce qu'on a vraiment progressé? On tourne autour du chiffre de 55% de Sénégalais qui sont analphabètes, en majorité des femmes, les femmes qui constituent plus de 62% de ces 55% de Sénégalais analphabètes. Lorsque j'arrivais au ministère de l'alphabétisation, le programme que j'ai trouvé en place faisait 100 000 alphabétisés par an. Nous avons développé une nouvelle stratégie que nous avons appelée la stratégie du faire-faire. Et avec cette nouvelle stratégie, nous avons commencé à avoir 1 million d'alphabétisés par an. Mais après mon départ, le programme s'est affaissé et plus rien ne s'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Ça, je ne sais pas. Je suis parti du gouvernement et je suis allé à l'étranger et je ne sais pas pourquoi ça a été arrêté et pourquoi ça s'est affaissé. C'est à refaire pour vous? C'était les stratégies de faire-faire, parce que la stratégie du faire-faire, c'est de dire un gouvernement en tant que tel ne peut pas de manière uniforme alphabétiser la population. Il faut voir les organismes qui encadrent les populations, que ce soit encadrement des éleveurs, encadrement des agriculteurs, encadrement des femmes, etc. Et ces organismes voulaient contractualiser. Et ils ont leur propre programme où l'alphabétisation est en rapport justement avec le développement des activités des bénéficiaires. Ce qui leur permet non seulement d'être alphabétisés, mais de développer en même temps des compétences dans leur domaine. Et c'est cette motivation qui fait la réussite des programmes d'alphabétisation. Mais un adulte surtout ne s'alphabétise pas pour s'alphabétiser. Il faut des perspectives. Des motivations fortes même. Et les langues nationales, c'est timide. On parle d'insertion des langues nationales dans les programmes scolaires. Des experts ont démontré qu'aujourd'hui, devant une leçon, un élève sénégalais comprend mieux et vite avec sa langue maternelle. Vous savez, la question des langues nationales revient tout le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une question technique, ce n'est plus une question scientifique. Du point de vue scientifique comme du point de vue technique, ce qui devait être fait a été fait. Ce qui reste, c'est la décision politique. Et c'est cette décision politique qui n'arrive jamais. Et elle n'arrive jamais, pourquoi? Parce que les élites font barrage. Les élites francophones notamment. Cette tendance sénégalaise à vouloir faire avec les langues étrangères à outrance, inscrire même ses enfants à l'école française implantée au Sénégal? Mais précisément parce que c'est pour l'élite une manière d'échapper au sort commun. Il y a deux réalités à cela. D'abord, ce que je disais tout à l'heure, l'élite fait obstacle à l'intégration des langues nationales dans le système éducatif, bien qu'on ait démontré du point de vue technique et scientifique que cette intégration aurait permis d'améliorer de manière sensible les apprentissages des élèves. Celle-ci est démontrée. Mais
l'élite ne veut pas de ça et bloque toute perspective d'intégration. Mais en même temps, cela a fait que l'école sénégalaise ait un problème en matière de qualité d'apprentissage. Parce que les élèves qui entrent à l'école, qui n'ont pas parlé le français avant d'entrer à l'école, lorsqu'ils entrent à l'école, vous leur donnez un apprentissage dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pas l'apprentissage qui est en jeu, c'est la langue qui est en jeu. La langue devient un obstacle pour l'apprentissage. Et c'est cela que l'intégration des langues nationales devrait éviter, pour permettre justement d'améliorer les apprentissages. Il se trouve que l'école sénégalaise ne l'a pas fait, et l'école sénégalaise, de ce point de vue, a un problème de qualité d'apprentissage, et les élites essaient maintenant d'aller vers le privé et vers les écoles françaises établies au Sénégal pour échapper au sort commun d'une école de mauvaise qualité. Quelles sont les autres raisons qui font qu'aujourd'hui l'école publique, la qualité de l'école publique est remise en cause? Quand vous étiez au gouvernement, c'est en ce moment-là qu'on avait commencé cette politique de recruter des vacataires et volontaires de l'éducation. On vous accuse, vous, gouvernement des années 90, d'avoir vraiment porté préjudice à tout le système éducatif avec cette politique, à l'époque, politique d'Abdou Diouf. Je crois qu'on ne se réfère pas souvent aux résultats réels des apprentissages. Il y a des appréciations globales sur le système, mais on n'arrive pas à déterminer les facteurs qui agissent en ce qui concerne la qualité de l'éducation. Je voudrais dire ceci. Premièrement, les volontaires de l'éducation que moi j'ai initiés avaient un autre objectif que la qualité de l'éducation. L'objectif, c'est que à ce moment-là, alors que nous étions en retard de scolarisation, on perdait 1 point de scolarisation primaire par an, alors qu'on était déjà en retard. Pourquoi? Parce qu'on était en ajustement structurel. On ne nous permettait pas de recruter plus de 560 enseignants par an. Et avec ces 560 enseignants par an, on ne couvrait pas les nouveaux besoins parce qu'il y avait 300 enseignants qui venaient pour remplacer ceux qui sont partis pour retraite ou pour autre chose. Et il ne restait plus que 260 qui ne pouvaient pas couvrir le croît démographique de la population. Et nous avons fait appel aux volontaires de l'éducation pour pouvoir prendre en compte les laisser pour compte du système éducatif. Et c'est ce que nous avons fait. Effectivement, ça nous a permis de le faire. Maintenant, en termes de qualité, la qualité d'éducation se joue à 3 niveaux. Il y a les qualités personnelles de l'élève, il y a les conditions socio-économiques qui sont vécues par l'élève, et il y a les conditions pédagogiques dans lesquelles est la classe. C'est 3 principaux facteurs qui jouent. Et dans ces 3 principaux facteurs, l'école n'a en réalité qu'un seul facteur, c'est les conditions pédagogiques à l'intérieur de la classe et de l'école. Et de ces conditions-là, les évaluations des apprentissages qui ont jalonné toute cette période, on a renvoyé les gens à ça, regarder les résultats des élèves par rapport aux maîtres qui les encadrent, et les volontaires de l'éducation, leurs élèves, n'avaient pas des apprentissages moindres que les autres enseignants. Alors ça veut dire que les défaillances, c'est avant ce système de volontariat et de vacatariat? Bien sûr, le système n'a pas chuté en 1990. Reprenez toutes les évaluations d'apprentissage, reprenez les examens et tout cela dans toute la longue période, et vous verrez, si vous comparez les périodes, que c'est pas là qu'il y a eu affaissement. On a l'impression alors que c'est une conjoncture éternelle, ça ne va jamais s'améliorer. Ça ne va jamais s'améliorer parce qu'on ne s'attaque pas aux causes. Nous avons parlé d'une première cause, la question de la langue. Personne ne s'attaque à cette cause. Dans tous les pays africains, les expériences ont montré très clairement
qu'on a de meilleurs résultats scolaires lorsqu'on commence avec ça, la langue que l'on parle. On ne le fait pas. C'est un premier handicap qui est extrêmement important. Deuxième handicap, et ça, vous pouvez le voir en comparant les résultats des écoles, c'est le climat des établissements. Vous prenez une école privée, vous prenez une école publique, et vous voyez que l'école privée fait mieux que l'école privée. Et regardez le niveau de formation des enseignants dans les deux écoles, vous verrez que le niveau de formation dans le public est plus élevé que dans le privé. Pourquoi dans le privé on fait les meilleurs résultats? Parce que vous dites que les conditions sont meilleures. Mais le climat d'établissement, parce que on vient à l'heure. Avec des effectifs moins... Non, il y a le temps d'apprentissage. Oui. On vient à l'heure. Les maîtres sont contrôlés. Les conditions de travail des élèves sont contrôlées, etc., etc. Et c'est ça qui fait que les résultats ne sont pas semblables. Ils n'ont pas tort, ceux qui ont tourné le dos aujourd'hui à l'école publique pour aller dans des établissements privés inscrire leurs enfants. Du point de vue des résultats des apprentissages, on peut leur donner raison. Mais du point de vue du gouvernement qui a la responsabilité de l'éducation des enfants du pays, ce clivage est inacceptable. Ça va conduire à quoi finalement? Ce clivage conduit à des inégalités sociales et en fait c'est un renforcement des inégalités sociales existantes. Parce que ceux qui ont les moyens de se payer une école de qualité vont se payer une école de qualité. Ceux qui n'ont pas les moyens, et ce sont toujours les mêmes, les plus pauvres, effectivement, leurs enfants auront une mauvaise éducation. Mamadou Ndoye, vous avez été, ce que vous dites là, vous le dites parce que vous connaissez ce milieu-là, vous avez été enseignant dans l'élémentaire, puis dans le moyen secondaire, avant de devenir inspecteur de l'éducation. Quelle est alors votre opinion sur cette polémique? Vous parliez de clivage, de discrimination tout à l'heure, par l'actu là. Votre opinion sur cette polémique cette semaine, sur la décision qu'une école privée catholique avait prise avant d'y renoncer. La décision était d'interdire le port du voile aux filles inscrites dans cette école. Non, je crois que c'est une grande maladresse et j'espère que les auteurs vont rectifier très vite cette maladresse. Ils ont renoncé. Ah oui, c'est une très maladresse, simplement. Mais dans le même temps, Mamadou Ndoye, dans des écoles de réputation islamique ou appelées écoles franco-arabes, on impose le port du voile aux filles. Est-ce qu'on est juste là avec tout le monde? Non, on ne doit pas imposer non plus. Comme on ne doit pas interdire, on ne doit pas imposer. Les deux doivent être traités de la même manière. On ne doit pas imposer, on ne doit pas interdire. Cette bonne réputation quand même de l'enseignement catholique privé. La bonne réputation vient de ce que je viens de vous dire. L'organisation, la discipline, la rigueur dans le travail, le respect du temps de travail, etc. Ça vient de là. J'ai été inspecteur de Dakar Plateau, où il y avait les écoles catholiques les plus prestigieuses qui étaient donc dans ma circonscription scolaire et que j'inspectais. Je peux vous dire, c'est l'organisation, la discipline, le respect du temps de travail, les bonnes habitudes pour les enseignants et pour les élèves, voilà ce qui fait la réussite. Les enseignements, les apprentissages. Aujourd'hui, beaucoup de parents et d'élèves se plaignent d'une pléthore de matières qu'ils apprennent les élèves dans les programmes scolaires. Faut-il alléger encore les programmes dans les écoles, de l'élémentaire au moyen secondaire? Oui, c'est souvent un mauvais travail d'intégration. C'est ce que je veux dire. On dit aujourd'hui, il faut intégrer l'éducation civique, on l'ajoute. Il faut intégrer l'éducation environnementale, on l'ajoute. Alors qu'il ne faut pas ajouter. Il faut intégrer. C'est deux choses différentes. On n'ajoute pas, on intègre. Et si on avait intégré toutes les nouvelles approches qui vont dans le sens justement de l'éducation, c'est-à-dire de l'éducation de l'esprit d'analyse, de l'esprit d'observation, de l'évaluation, du jugement, de l'esprit critique. Parce que c'est ça qu'on veut former au fond.
à travers tout cela. Et c'est le plus important, et c'est pourquoi je crois que surcharger les élèves ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, quelles sont pour vous les voies urgentes qu'il faut emprunter pour rectifier tous ces déséquilibres, tous ces manquements dans le système éducatif sénégalais? Je crois qu'il y a plusieurs réformes qui ont été envisagées tout dernièrement. Avec les assises de l'éducation et de la formation, il y a eu des propositions de réforme. Avec l'enseignement supérieur également des propositions de réforme. Et ces propositions de réforme, si elles sont appliquées telles qu'elles sont conçues, permettent d'aller de l'avant. Le problème de fond que nous avons au Sénégal, comme d'ailleurs dans d'autres pays africains, c'est que nous concevons bien des réformes, mais nous ne les appliquons pas bien. Et la question de l'application reste la problématique principale. On évoquait tout à l'heure votre passage dans les gouvernements d'Abdou Diouf dans les années 90. Vous avez été ministre pendant 5 ans, une grande expérience gouvernementale sans doute. Alors la suppression du poste de Premier ministre qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale conformément à la volonté du président de la République, qui l'explique par son souhait d'aller plus vite dans l'exécution des politiques publiques, êtes-vous convaincu par les arguments avancés par Macky Sall? C'est contraire à la logique que l'on connaît. La logique qui veut aller plus vite et qui veut être plus efficace, normalement en matière de gouvernance, c'est la logique de décentralisation. Et ici, ce n'est pas une logique de décentralisation ni une logique de déconcentration, c'est absolument l'inverse. Or, regardez tous les projets de réforme orientés vers la déconcentration et vers la décentralisation, l'argument principal, c'est la rapidité et l'efficacité. Et ici, on fait le contraire et on invoque la rapidité et l'efficacité. C'est absolument contraire à toutes les logiques. Je dis, la lenteur et la lourdeur, c'est dans la concentration. Ce n'est pas dans la déconcentration. C'est absolument le contraire. Et de ce point de vue, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si vous transférez les compétences et décisions et les ressources nécessaires à des échelons qui sont plus proches de l'action, c'est là qu'on est efficace et que ça va vite. Et je voudrais vous donner un exemple dans mon domaine. Si vous transférez à l'établissement le budget et le pouvoir de décision sur les dépenses, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'acheter quelque chose dont l'établissement ne veut pas, on achète ce dont l'établissement a besoin et on est plus efficace. Et on l'achète aussi rapidement. Alors que si la commande est groupée au niveau du ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui se passe? On achète des livres pour une école qui n'en a pas besoin, alors qu'elle a besoin de cahiers, elle n'en a pas. Une autre école qui a besoin de livres reçoit des cahiers alors qu'elle voudrait des livres. Et c'est pourquoi c'est la déconcentration qui fait l'efficacité et la rapidité. Alors, cette modification de la Constitution rend plus fort le président de la République. Un président fort comme ça, est-ce un recul démocratique à vos yeux? La présidence de la République était déjà un problème au Sénégal. C'était le problème principal de la démocratie. L'obstacle principal au fonctionnement démocratique dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien dans tous les échelons de l'État et de la société, parce que c'est le président de la République qui doit tout régler. Même le marchand de cacahuètes qui a besoin d'une place dans la rue pense que c'est le président de la République qui doit régler le problème. Et ce type de fonctionnement fait barrage à la participation non seulement des échelons de l'administration, y compris du Premier ministre. On l'a vu avec les revendications des enseignants. Quand les enseignants étaient en lutte, le Premier ministre il rencontre le ministre de l'Éducation qui leur dit voilà les limites. Le Premier ministre qui leur dit voilà les limites. Et il rencontre le président qui leur dit non, ce ne sont pas des limites, voilà, on peut vous donner ça. Tous les échelons sont complètement court-circuités par les pouvoirs présidentiels.
Et ce qui fait que la démocratie ne fonctionne pas bien au Sénégal. Ça, c'est le plus grand problème. Deuxièmement, s'il renforce ses pouvoirs, parce que quel que soit ce qu'on peut dire, il renforce ses pouvoirs. Prenons un exemple très simple. Son frère Alioune Sall, lorsqu'il a fait son processus pour prendre une partie du pétrole, s'il n'y avait pas contre-seing du Premier ministre, évidemment, ce ne serait pas possible. Et aujourd'hui, le contre-seing du Premier ministre est enlevé de telles procédures. Et vous voyez le type de pouvoir donc qui s'arroge. Des implications sur la bonne gouvernance, forcément, pour vous? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, la capacité même de contrôle qu'on pouvait exercer sur le gouvernement s'est réduit à cause de la responsabilisation principale du président de la République que personne ne contrôle. Mais de fait, les premiers ministres au Sénégal prennent rarement des initiatives contre le président. Mais c'est le problème que nous avons aujourd'hui dans le débat. C'est-à-dire, on confond d'une part l'institutionnel et les cultures et les pratiques. Et c'est le problème principal du Sénégal, parce que si tu prends les institutions telles que tout est fabriqué, il est clair que nous avons une très bonne démocratie. Mais lorsque vous prenez les cultures et les pratiques, vous vous rendez compte que les institutions telles qu'elles sont conçues sont complètement détournées. Et dans le cas du Premier ministre, le Premier ministre est traité comme un garçon de course du président. C'est ça la pratique. Êtes-vous convaincu, comme beaucoup, que si Macky Sall décide de faire cette modification de la Constitution, c'est pour régler un problème politique? Vous savez, la démarche qu'il a entreprise ouvre toutes les hypothèses. Parce qu'il a entrepris cette démarche dans une modalité confidentielle. Confidentielle, ça signifie qu'avant, il n'en a pas parlé. C'est sorti brusquement après son élection, alors que durant la campagne électorale où il déroulait ce qu'il allait faire comme président, il n'en a jamais parlé. Donc ce traitement confidentiel et le fait que personne n'ait débattu, y compris dans sa propre alliance, n'ait débattu de ce projet de loi, amène à se poser des questions qui ouvrent toutes les hypothèses. Et parmi les hypothèses qui sont données, les uns pensent que parce qu'il ne veut pas d'une fin de règne difficile où il apparaîtrait comme un président potiche et qui n'aurait presque aucun pouvoir parce qu'il y aurait tout juste une guerre de succession autour de lui avec des personnalités qui émergent. Donc, aucune personnalité ne doit émerger pendant son quinquennat. D'autres disent, oui, mais c'est surtout pour préparer un troisième mandat. Et toutes les hypothèses sont ouvertes compte tenu de la confidentialité de la démarche. Si on avait débattu clairement avec toute la transparence... Quelle est votre foi personnelle sur les intentions de Macky Sall alors? Je ne connais pas les intentions de Macky Sall comme je ne connais pas les intentions de quelqu'un. Aller entrer dans la tête de quelqu'un pour connaître ses intentions, personne ne peut le faire. Ce qu'on peut, c'est analyser les faits. Et dans les faits, ce traitement confidentiel qu'il a fait du projet ouvre la porte à toutes les spéculations. Lui, faites-vous confiance, Macky Sall? Il a déjà dit qu'il fait 2 mandats. Certains évoquent ses postures sur le premier mandat déjà, qu'il disait vouloir faire en 5 ans, finalement c'est 7. Vous le faites confiance, Macky Sall? L'évaluation que vous venez de faire montre qu'objectivement, je ne dis pas subjectivement, on ne peut pas lui faire confiance. Parce que si vous avez l'expérience de quelqu'un qui vous dit avec force, voilà ce que je vais faire, et qui au moment venu fait autre chose, vous avez l'expérience, qu'est-ce que vous tirez comme conclusion? Que sa parole ne vaut rien. Et du point de vue du troisième mandat, je crois que c'était l'occasion pour lui de régler définitivement cette question. Parce que des professeurs de droit constitutionnel lui ont suggéré de faire
un article de transition pour enlever tout doute sur ce troisième mandat avec la nouvelle constitution. Et il ne l'a pas fait. Mamadou Ndoye est notre invité, l'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique, la LD, votre ancien parti, une formation politique que vous avez dirigée pendant 4 ans. Vous avez remplacé Abdoulaye Bathily. Vous êtes élu secrétaire général avant de démissionner parce que vous n'avez pas été d'accord avec la décision de la majorité des membres du parti de rester dans la coalition de la majorité, Benno Bokk Yakaar. C'était avant les législatives de 2017. Vous êtes même suspendu par la nouvelle direction de la LD parce qu'elle considère que vous êtes l'un des parrains du mouvement LD Debout, composé essentiellement d'anciens militants de la LD originels et qui ont décidé d'aller dans l'opposition. Vous l'assumez? Non, je crois qu'il faut d'abord être clair sur un certain nombre de choses. D'abord, il n'y a pas de suspension. On ne suspend pas quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti. Pour créer un autre parti, on ne le suspend pas. Parce qu'il n'est plus membre du parti. Ça n'a même pas de sens de le suspendre. Bon, ça c'est la première des choses. La deuxième maintenant, c'est que notre parti a été créé sur la base de valeurs et de projets de transformation sociale. Lorsque vient une période où une alliance n'est plus considérée comme une coalition de projets et de partis politiques qui sont indépendants les uns des autres, mais considérés comme une voie parasitaire qui élimine toute identité du parti, toutes ses valeurs de référence, tout son projet politique, on n'a plus rien à faire dans ce parti. Et c'est ce qui est arrivé. Pourquoi vouliez-vous, à l'époque, que la LD quitte la coalition Benno Bokk Yakaar? Quitter peut-être serait une conséquence. Ce que nous disions était clair. Au moins ne pas aller avec Benno Bokk Yakaar aux législatives. On était d'accord sur un projet de redressement du parti. Ce projet de redressement du parti avait 3 volets. Premier volet du redressement, comment rétablir les valeurs du parti au niveau des militants. Les valeurs qu'il a toujours défendues. Deuxième volet, comment relancer l'organisation du parti. Et troisième volet, les élections législatives, faut-il aller seul ou pas? Évidemment, ma réponse était très claire. Si nous voulions rétablir les valeurs du parti, relancer l'organisation du parti, il fallait aller aux élections. Et que si encore on se fondait dans Benno Bokk Yakaar, au lieu d'aller dans le sens du redressement que nous avions décidé, nous allions dans le sens de la stratégie parasitaire dont je ne voulais pas. Après la décision de la LD quand même de rester aujourd'hui, le parti n'est pas présent dans le gouvernement. Vous êtes déçu, surpris de voir Macky Sall dans la formation du dernier gouvernement, le nouveau, de ne voir aucun ministre LD? Non, mon jugement n'a rien à voir avec la LD. C'est ça que je voudrais dire. Mon jugement n'a rien à voir avec la présence ou non de Miss LD m'importe peu. Ça n'a rien à voir. Ce que je retiens d'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de coalition. On a vu les coalitions. Vous allez en Allemagne, c'est une coalition qui gouverne. C'est les sociodémocrates avec les conservateurs qui gouvernent ensemble. Il n'y a aucun de ces partis qui a renoncé à son identité politique. Et lorsqu'ils font le programme ensemble, chacun se bat pour que son identité politique soit reflétée sur le programme de gouvernement. Ça, c'est une coalition. Mais une coalition où un homme seul décide de tout et les autres suivent n'est pas une coalition. Est-ce qu'à l'époque, vous en aviez parlé à Macky Sall? Bien sûr, plusieurs fois. Non seulement je lui ai parlé en privé, mais ceux qui suivent l'actualité savent que je lui en ai parlé publiquement.
On a beaucoup dit à l'époque que si vous étiez pour le départ de la LD de Benno Bokk Yakaar, en tout cas, lorsque vous remettiez en cause la collaboration politique avec Macky Sall, c'est parce que c'était à la limite personnel. Vous n'étiez pas satisfait du traitement personnel que Macky Sall vous réservait à tout point de vue. Oui, je crois que les gens qui disent ça, vraiment ceux qui me connaissent vont en rire. Parce que je n'ai jamais traité les questions politiques en fonction de ma personne. Ça n'a jamais existé dans ma vie. Ce que je retiens, si c'est que Macky me traitait, mais Macky me traitait très bien. Macky m'accordait beaucoup de respect et de considération. Je n'ai pas à me plaindre de ça. Du tout. Au contraire. Ceux qui connaissent aussi Benno Bokk Yakaar et les rencontres de Benno Bokk Yakaar savent que Macky m'accordait beaucoup de considération. Donc ce n'est pas ça du tout. Le problème de fond, je vous l'ai dit, une coalition, c'est pas tuer son identité pour prendre l'identité d'un autre. C'est mettre ensemble des identités et des projets politiques. Et si c'est pas cela, il n'y a pas de coalition. Il y a ce que j'ai appelé une stratégie parasitaire, c'est-à-dire on devient un simple parasite. On n'est plus un allié, on est un parasite. Est-ce qu'il faut dialoguer avec Macky Sall, vous, opposition? On a besoin de dialoguer sur plusieurs choses. D'abord, tout le monde sait qu'en matière de développement, le développement est sur le long terme. Mais pour conduire une politique de développement sur le long terme avec des alternances démocratiques, il est absolument indispensable de construire un consensus national sur la politique de développement. C'est la seule manière d'assurer la durabilité du politique de développement. Je ne vois pas Macky Sall qui parle d'un projet jusqu'en 2035 alors qu'il n'en a discuté avec personne. Donc il suffit que son gouvernement tombe pour que le plan tombe. Ça n'a pas de sens. Donc il y a là un lieu de dialogue. Deuxièmement, notre démocratie, il y a un point fondamental. C'est-à-dire, le peuple doit choisir librement ce qui gouverne ce pays. Or, pour que le peuple le fasse, il faut qu'il y ait un consensus sur le processus électoral de manière générale. Mais si c'est un concurrent qui décide des lois qui font le processus électoral, qui décide du fichier qui fait le processus électoral, qui décide des parrainages qui permettent de sélectionner les candidats qui vont y aller, etc., il est clair que nous n'avons pas un processus électoral démocratique. Et nous ne pouvons pas l'avoir. Et c'est fini. C'est-à-dire que Macky Sall, on attendait un jeune, on a envie. Oui, parce que le mode de conservation du pouvoir que les gens avaient en tentant de manipuler les procédures électorales, ça c'est du passé. C'est du passé. Aujourd'hui, les gens bâtissent des consensus. Même des pays que l'on considérait être derrière le Sénégal ont bâti par exemple des consensus sur la composition du Conseil constitutionnel. Ce n'est plus le président qui désigne comme ça, on demande aux avocats désignés d'eux, on demande à la magistrature désignée d'eux, on demande à la société civile désignée d'eux. Un Conseil constitutionnel comme ça, il est crédible. Mais lui, non, il a le monopole de tout. C'est lui qui désigne tout le monde. Et même quand il dit que son ami du président de l'Assemblée nationale doit désigner, et maintenant il doit lui proposer pour que lui il nomme. Voilà où nous en sommes.
Mamadou Ndoye, merci d'être passé devant le grand jury, être 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 passé devant